Allô tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un mot que tout le monde pense connaître, maman. Quand on entend ça, on pense à quoi? Argent, cupidité, richesse. C'est pas mal ça, hein? Eh bien, si je vous disais que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, que la vraie signification de ce mot nous plonge en fait au cœur même de la structure de nos sociétés. Alors, la question est posée. C'est quoi maman pour vrai? C'est exactement ce qu'on veut décortiquer ensemble. Et je vous le dis tout de suite, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. Dans la tête de pas mal de monde, maman, c'est simple. C'est l'avarice, c'est l'amour de l'argent, point final. C'est l'image classique. Mais honnêtement, si on s'arrête juste à ça, on manque complètement le bateau. On passe à côté du vrai enjeu que ce mot-là soulève. OK, retournons à la source. Le mot maman, ça vient de l'araméen maman et ça veut dire richesse confiée. Ce n'est pas juste richesse, c'est richesse confiée. Le détail est tellement important. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qu'on a dans nos poches, non. Ce sont des ressources qu'on met en commun, qu'on confie à une entité. Et juste ça, cette petite nuance-là, ça change toute la perspective. Et voilà où on voulait en venir. Le point central. Maman. Ce n'est pas une question de fortune personnelle, c'est une question de système. Pensez à un trésor public ou à un fonds de pension collectif, quelque chose qui est géré par une autorité pour le bien de tous. C'est de ça qu'on parle. Un système de gestion de richesse collective. C'est ici que ça devient vraiment, vraiment fascinant. Parce que les textes anciens ne parlent pas juste d'un système de mammon, ils en décrivent deux. Deux manières de faire, deux philosophies complètement à l'opposé l'une de l'autre pour gérer cette richesse collective. C'est ce contraste-là qui est la clé pour tout comprendre. Alors, regardons-les côte à côte. D'un bord, on a le mammon qu'on appelle inique ou injuste. Son mode de fonctionnement, la force, la contrainte. Pensez à l'impôt, c'est obligatoire. C'est basé sur l'autorité de ceux qui gouvernent, ça crée de la dette et ça demande une sorte d'allégeance. De l'autre bord, on a le mammon juste. Lui, c'est tout le contraire. Tout est volontaire, basé sur la charité, le libre choix. Personne n'est forcé. Ce qu'il fait rouler, c'est la foi, l'amour, l'espoir. On parle de deux visions du monde complètement différentes. OK, plongeons un peu plus dans le premier modèle, le système isonique, celui de la force. Concrètement, ça ressemble à quoi, autant dans l'histoire que maintenant? Les sources qu'on analyse, elles tracent une ligne assez claire à travers le temps. Ça part des villes-trésors des pharaons, ça passe par l'histoire du veau d'or, qui au fond était une genre de banque centrale. On continue avec les trésors publics des rois comme Hérode pour arriver, tenez-vous bien, à nos systèmes de sécurité sociale ou à la réserve fédérale d'aujourd'hui. Le fil conducteur dans tout ça, c'est toujours le même principe, une grosse caisse centrale qui est remplie par des contributions obligatoires. Et cette citation de Plutarque que les sources aiment bien utiliser, elle frappe fort. Les vrais destructeurs des libertés du peuple sont ceux qui répandent parmi eux des primes, des dons et des bénéfices. L'idée derrière ça, c'est que quand un gouvernement commence à distribuer des prestations, des aides, il ne donne pas juste de l'argent. Il crée une relation de dépendance. Les gens deviennent dépendants de ce système, et cette dépendance-là est vue comme quelque chose qui grige tranquillement la vraie liberté. Le mécanisme est assez simple, mais puissant. Le système utilise la force, disons l'impôt, pour financer le bien-être social. Puis, quand on accède ces bénéfices, on entre dans une sorte de contrat non écrit qui nous lie à l'autorité qui les donne. Les sources utilisent une expression très forte pour décrire ça, un joug de la servitude. En gros, une dépendance économique qui finit par nous enchaîner. OK, on a vu le système basé sur la force. C'est quoi l'alternative alors? Allons voir l'autre côté de la médaille, le système juste, celui qui est basé sur la charité. Ici, le principe est complètement différent. C'est le volontariat pur et simple. L'argent vient de dons, les offrandes libres qu'on appelle korban, c'est-à-dire un don dédié, consacré. C'est la communauté elle-même qui s'occupe des siens par charité. Il n'y a pas d'autorité pour forcer personne à donner. Et ceux qui gèrent ce fonds, eh bien, ils sont là pour servir, pas pour gouverner. Et l'exemple classique de ça, ce sont les premières communautés chrétiennes. Essayez d'imaginer la scène. En plein milieu de l'Empire romain, avec ses impôts et son pouvoir, on a des petits groupes qui s'organisent pour prendre soin de leurs veuves, de leurs orphelins, des plus démunis. Et tout ça juste avec des dons volontaires. Ils avaient créé leur propre filet social, complètement à part du système romain. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait aujourd'hui, dans un monde qui, selon cette analyse, est pas mal dominé par le mammon de la force? La stratégie qui est proposée est assez surprenante. Ce n'est pas du tout ce à quoi on penserait en premier. Et ça nous amène à cette phrase clé qui sonne comme un vrai casse-tête. On lit « Faites-vous des amis avec le mammon de l'iniquité ». Hein? L'instruction, ce n'est pas de combattre le système, de le renverser, mais de s'en faire des amis.
Comment est-ce que ça se peut, se faire ami avec un système qu'on décrit comme injuste? En fait, l'idée se décline en 3 étapes très concrètes. La première, rendez à César ce qui est à César. En clair, ça veut dire de suivre les règles du jeu, payer ses impôts, ses taxes, pas de rébellion fiscale. Deuxièmement, travailler avec intégrité. Peu importe le travail qu'on fait, qu'on soit fonctionnaire, soldat ou n'importe quoi d'autre, il faut le faire de manière juste et honnête, même si c'est à l'intérieur de ce système. Et troisièmement, et c'est le point crucial, en même temps qu'on fait tout ça, on doit bâtir l'alternative. On doit créer activement des réseaux de soutien basés sur la charité, sur le volontariat, le fameux système juste. Donc, si on résume, la stratégie, ce n'est ni de se rebeller, ni de s'enfuir. C'est une troisième voie. C'est d'agir de manière juste au sein même du système imparfait qu'on a, mais en même temps de construire, morceau par morceau, le filet de sécurité de l'autre système, le système juste. C'est une façon de se préparer au moment où le premier système pourrait flancher. Et pourquoi cette approche? Parce que la conviction profonde derrière tout ça, c'est que n'importe quel système qui est bâti sur la force et sur la dette est instable par définition. Il contient déjà en lui les graines de sa propre chute. C'est pour ça que la préparation est si importante. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Si le système actuel, celui de la contrainte, finit par s'effondrer, à quel genre de monde sera-t-on adapté? Aura-t-on appris à vivre dans une société qui fonctionne par la force ou dans une société qui fonctionne par l'entraide et la charité? C'est une question qui va vraiment au fond des choses, sur la nature de nos sociétés et sur le type de monde qu'on est en train de bâtir, qu'on le veuille ou non.